Bonjour donc et merci de nous rejoindre pour ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. On est juste à côté de l'hémicycle où siègent donc les députés des 28 États membres de l'Union européenne. Trois d'entre eux sont avec nous. Sylvie Guillaume, bonjour. Vous êtes députée du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Vous êtes également la vice-présidente du Parlement européen. Philippe Lamberts, bonjour aussi, merci d'être avec nous. Vous êtes député du groupe Les Verts Alliance Libre Europe, vous êtes président de ce groupe, vous êtes élu belge, évidemment ça aura beaucoup d'importance tout à l'heure dans le débat que nous allons avoir. Et puis Patrick Le Yarrick, bonjour à vous aussi, vous êtes député de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique, merci à vous. Alors évidemment, on le dit depuis déjà lundi ici au Parlement européen de Strasbourg, le sujet qui domine toute l'actualité de l'Europe, ce sont bien sûr les attentats, c'est bien sûr qui viennent de frapper Paris, qui menacent en ce moment même la Belgique, et le débat aussi sur la lutte contre le terrorisme. Alors c'est vrai que depuis quelques jours, on assiste à une floraison, on en parlait tout à l'heure, de commentaires, d'analyses qui viennent un peu partout d'Europe. Et ce qu'on entend dire le plus souvent autour de nous, c'est on a besoin de clarté. Finalement, les gens demandent, ont besoin de cette clarté. On voit que l'Europe est confrontée évidemment à une situation qui est une situation difficile, compliquée, inédite par bien des aspects. Alors pour vous, parlementaires européens, j'allais dire, quels sont finalement, puisqu'on a un peu le recul de quelques jours, les points d'analyse les plus importants à retenir aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie d'apporter, vous, pour qu'il y ait plus de clarté dans le débat et dans la situation actuelle? Peut-être avec vous tout de suite, Sylvie Guillaume. Qu'est-ce qui peut rendre la situation plus claire? Vous avez raison d'indiquer qu'à l'occasion d'un moment particulièrement sensible, avec un impact sur l'opinion publique de ce qui s'est passé en France et de la situation en Belgique, il y a eu ici et là, et je le dis avec un peu de recul, une exploitation politique aussi d'un certain nombre de faits. Et certains ont voulu ici ou là pousser leur avantage, à la fois pour simplifier le débat, mais aussi pour le caricaturer. Et je trouve ça extrêmement dommageable, parce que dans une situation aussi compliquée, il y a besoin d'abord d'être calme et froid, d'analyser les situations et de donner des clés de lecture à nos concitoyens qui sont très déstabilisés à la fois parce que ce sont des événements violents et difficilement acceptables, c'est le moins qu'on puisse dire, et en même temps nous devons donner ici une explication un peu plus générale et dire par exemple qu'il est absolument nécessaire de lutter contre le terrorisme, mais que nous ne pouvons pas le faire avec un seul outil, que nous devons voir plusieurs moyens coordonnés, cohérents, complémentaires entre nous, entre les différentes institutions, entre les différents États membres, quelquefois même en essayant de nous mettre d'accord, c'est un autre registre entre groupes, sur différents outils de lutte contre le terrorisme. On en parlera tout à l'heure en détail, si vous le voulez bien, on rentrera dans ces détails-là. Philippe Lamberts, vous, qu'est-ce qui vous semble aussi important de porter aujourd'hui vis-à-vis des gens? On le disait il y a 2 secondes, dans ce type de confusion, il y a une confusion, on peut le dire, par bien des aspects. Encore une fois, on est devant une situation qui est absolument inédite en Europe depuis en tous les cas un certain nombre de décennies. Qu'est-ce qui vous semble important de dire, vous, aujourd'hui? Inédite en Europe, je constate quand même que les attentats de Madrid, par exemple, qui étaient un petit peu de même nature, ont eu lieu, si je ne me trompe, en 2004, donc il y a 10 ans, 11 ans. Des attentats, on en a eu à Londres, on en a eu dans le Thalys, on a eu l'équipée plutôt de Mohamed Merah. Je veux dire, on ne peut pas dire que c'est tout à fait nouveau. Donc évidemment, l'ampleur de ce qui s'est passé à Paris est évidemment massive et est un choc pour l'opinion. Mais je crois que, comme le dit Sylvie Guillaume, il faut tenter, en tout cas comme décideurs politiques, même si nous avons nos émotions, nous sommes des citoyennes et des citoyens comme tout le monde. Je veux dire, moi j'étais horrifié de voir ce que j'ai vu, et je n'oublierai jamais évidemment comment je l'ai appris, mais à un moment, quand on doit prendre des décisions politiques, il faut regarder les faits. Et donc analyser ce qui s'est passé, ce qui n'a pas fonctionné, et essayer d'apporter des réponses aux problèmes identifiés. J'ai entendu encore cette semaine-ci ou la semaine dernière, je ne sais plus, non c'était cette semaine-ci évidemment, en commission des libertés publiques, un représentant luxembourgeois venir dire, écoutez, il faut absolument qu'on prenne une mesure, il faut qu'on donne quelque chose à nos concitoyens. Donc c'est de la gesticulation pure et simple, il faut qu'on ait l'air de faire quelque chose. Or je pense que le rôle des responsables politiques, ce n'est pas d'avoir l'air de faire quelque chose, c'est de prendre des décisions qui répondent aux défis auxquels nos sociétés sont confrontées. Donc il faut avoir le courage d'étaler les faits, et certains de ces faits ne sont pas très agréables. Je dis, on est là face à des terroristes dont la plupart sont connus des services de police. Alors pas de tous les services de police et pas dans tous les États. Et donc, est-ce un manque d'information ? Ou est-ce un manque de partage de l'information auquel on a été confronté? Et si l'information avait été partagée,
est-ce que nos services de sécurité sont en mesure de les exploiter? Est-ce qu'ils ont les ressources? Est-ce qu'ils ont les ressources suffisantes pour les exploiter? Défaut de partage d'informations, défaut d'exploitation de l'information, ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre facilement. On va y revenir tout à l'heure, d'ailleurs, un peu plus dans le détail, effectivement, de ces coordinations entre États au sein de l'Europe. Patrick Le Yarrick. Moi, je crois que tout le monde est dans cette situation où il a peur d'allumer la radio le matin de crainte de nouveaux actes terroristes, de nouveaux crimes. Et donc ce qui domine, c'est une situation de peur et en même temps une situation de solidarité. Donc une de nos responsabilités est de travailler à unifier les citoyens, les unifier contre cette barbarie en défendant nos valeurs démocratiques, humanistes, nos arts de vivre, de défendre la culture, la musique, parce que c'est ça qui manifestement a été mis chez nous en joue, mais pas seulement. On ne peut pas oublier les attentats qui ont eu lieu au Liban, à Bamako, à Yaoundé au Cameroun, ce qui s'est passé au-dessus du Sinaï avec l'avion russe. On ne peut pas mettre tout ça de côté. Nous avons affaire à une organisation protéiforme et donc il faut à la fois des mesures dans chacun des pays et des mesures coordonnées à l'échelle européenne et internationale vraisemblablement. Alors c'est vrai qu'on a constaté très rapidement, dès les événements, qu'on parlait d'Europe. On est ici dans l'enceinte du Parlement, on n'en parle pas simplement, on n'en a pas parlé simplement en raison de la très grande solidarité, il faut le dire, qui s'est manifestée de beaucoup de pays européens. On en a parlé aussi parce que beaucoup de problèmes, vous le disiez les uns les autres, que soulèvent les attentats de Paris, sont des problèmes qui se posent à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, à l'échelle européenne et pas seulement bien entendu à l'échelle nationale. Alors c'est vrai qu'au début aussi on n'en a pas entendu parler tellement dans le bon sens de l'Europe. Je pense à cette phrase de Cazeneuve qui disait il est urgent que l'Europe se reprenne, s'organise, se défende contre la menace terroriste, comme si d'une certaine manière l'accusé était pointé du doigt. Philippe Lamberts, un mot là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, ça je pense que ça fait précisément partie de la gesticulation malsaine. C'est tellement facile d'aller trouver un bouc émissaire pour dire écoutez, si on a eu des attentats en France, c'est parce que l'Europe n'a pas fait son boulot. Je rappelle que l'Europe n'a pas été en reste de faire des propositions comme par exemple la constitution d'un parquet européen, le fait de l'obligation pour les États membres de partager leurs informations sur les suspects. Ce que je constate, c'est que ce sont des pays, parmi lesquels la France, qui se sont opposés résolument à la mise en place d'instruments européens pour combattre le terrorisme, au motif que les États membres sont mieux équipés pour faire cela que l'Europe. Alors, je trouve ça un petit peu cavalier de sa part de venir maintenant botter en touche pour en fait ne pas avoir à faire face à ce qui est une véritable carence à la fois des services français, des services belges et d'autres, de se mettre en travers de la route de terroristes barbares comme ceux qu'on a vus. Alors Sylvie Guillaume, ce genre de remarques qui ont été faites tout de suite, on va dire, on va mettre ça sous le coup de l'émotion, de la difficulté à réagir, etc. Ou qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? On a un peu de recul encore. Émotion probablement, mais un ministre de l'Intérieur n'est pas réputé pour être sujet à des émotions faciles. En tout cas, ce qui est juste dans ce qui est mentionné, c'est qu'il y a une difficulté à partager les choses. Et notamment la question du renseignement. Je pense que dès le début des années 2000, je n'étais pas au Parlement européen, mais toute idée d'une sorte d'agence, je ne sais pas quel terme on peut utiliser, en tout cas, disons agence, de partage du renseignement au plan européen a été abandonnée. Il y a eu des idées, il y a eu des propositions qui ont été faites. Et tout ceci n'a pas fonctionné. Parce qu'on sent bien qu'il y a une prérogative des autorités nationales à conserver ce champ-là pour elles. Donc ça n'est pas spécifique ni aux autorités françaises, ni aux autorités belges. C'est pourtant là où je crois le problème présente une réelle défaillance. Parce qu'on aura beau collecter des centaines de millions de données, si on ne les partage pas et surtout si on ne sait pas traiter ces données, ou si on n'a pas suffisamment de temps et de gens qui les traitent, ça ne servira à rien, ça sera un puits sans fond. Donc il y a cette question du traitement des données, il y a effectivement d'autres voies et moyens à suivre, comme par exemple, quand on lutte contre le terrorisme, on peut s'interroger sur les sources financières de ce terrorisme, on peut lutter aussi contre le trafic des armes, on peut aussi, comme ça, alimenter un éventail de mesures qui, prises isolément, donc finalement, ne sont pas une martingale absolue,
mais prises de façon coordonnée, peuvent faire modifier les choses. Alors, bon, il y a des points, on va entrer un petit peu dans le détail, si vous voulez bien, de ce que vous dites là. L'un des points dont on parle beaucoup ici, dont on parle beaucoup à l'échelon européen, c'est le fameux PNR. Alors, est-ce qu'on pourrait dire où on en est de ce fameux PNR déjà? Est-ce que quelqu'un a envie de nous expliquer où est-ce qu'on en est et ce qui devrait être fait très rapidement, puisqu'on est bien d'accord que tout ça, ça doit être fait rapidement? Je reprends la parole un instant pour indiquer là où on en est, puisqu'effectivement les parlementaires, certains d'entre eux, sont copieusement insultés ou accusés. Donc on en est à une phase de trilogue. Le 15 juillet dernier, un texte dit de compromis a été présenté par le rapporteur qui s'appelle M. Kirkhope, qui est un ECR, un conservateur britannique, qui a reçu mandat de la Commission Liberté Civile, Justice, Affaires Intérieures d'aller en trilogue pour parler avec la Commission et le Conseil de ce texte tel qu'il est maintenant et ne pas revenir devant l'Assemblée plénière où la droite de ce Parlement voulait à nouveau massacrer ce texte. Donc il y a un mandat qui est donné par la Commission Liberté Civile à M. Kirkhope pour négocier sur les différents registres ce texte de compromis tel qu'il est maintenant avec la Commission et le Conseil. Alors en gros, quels sont les points importants, je vais dire, pour que tout le monde comprenne bien, quels sont les points en débat à l'heure actuelle, où ça coince et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tous les points sont importants. Comme on le disait tout à l'heure, il y a besoin de s'appuyer sur toutes les dimensions pour arriver à faire progresser la lutte contre le terrorisme. Mais si vous voulez que j'en cite quelques-uns, je peux dire que par exemple la question se pose de savoir si dans le champ d'application du texte sur le PNR, on inclut seulement les vols qui sortent ou reviennent de l'extérieur de l'Union, ou bien si on adjoint également les vols intra-européens. Bon, c'est déjà 300 millions de vols, il faut savoir ce qu'on veut faire de toutes ces données. Se pose la question de la durée avant le masquage des données. On est à peu près d'accord, je crois, sur la durée générale de conservation de ces données aux alentours de 5 ans. Mais il y a eu des propositions extrêmement divergentes entre quelques jours et quelques mois pour la durée au-delà de laquelle ces données sont masquées. Et puis il y a aussi le champ d'application, c'est-à-dire que pour l'instant ce texte comporte le vecteur de crimes transnationaux graves. Et l'une des idées, c'est de pouvoir faire évoluer ce texte également sur une liste de crimes nationaux graves également. Donc ça fait partie de ces trois sujets. Il y en a d'autres qui existent également, comme le fait que ce soit une approche ciblée ou pas une approche ciblée, certains vols ou certains types de publics. Bref, il y a au moins 14 ou 15 thèmes, 15 curseurs sur lesquels le trilogue doit se mettre d'accord maintenant. Et c'est très difficile. Patrick Le Garrigue, juste un mot sur cette affaire de PNR, comment vous voyez les choses? Il faut d'abord dire qu'il s'agit de conserver, enfin de capter et de conserver les données de toute personne qui prend l'avion. Et beaucoup de données, jusqu'à des données de sa vie personnelle. Maintenant, on agite cette affaire-là, très bien. Mais ceux qui sont venus faire les attentats à Paris n'étaient pas dans ce champ, puisqu'on en apprend même qui se sont fait naufrager volontaires dans la mer Méditerranée pour pouvoir bénéficier d'embarcations de secours et venir sur le territoire européen. Donc on peut agiter ça tant qu'on veut, rien ne dit que c'est ça l'efficacité. D'autre part, il se trouve que j'étais aux États-Unis la semaine d'avant, en matière de données et de contrôle, ce que j'ai subi montre que quand même on est assez surveillé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il ne faut pas agiter des choses qui s'avéreraient de toute façon peu efficaces, voire inefficaces. Donc, et nous sommes dans une période où on veut prendre les données, tout ce que nous faisons, on va capter nos données. Par contre, on devrait avoir un débat sur ce qui s'est passé pour peut-être éviter ces fautes à l'avenir. Qui a déchiqueté l'Irak, qui a fait la guerre en Libye, qui a asséché ces pays et les a fracturés à ce point, jusqu'à fabriquer du terrorisme au point qu'ils aient un État et des moyens de financement. Sur ce point-là, on suit un petit peu Philippe Auversalles. Oui, le PNR pour moi est l'emblème même de ce que j'appelle la gesticulation politique. Autrement dit, il faut qu'on ait l'air de faire quelque chose. Le PNR, si c'est un outil pour identifier des candidats terroristes, désolé, on n'en avait pas besoin, on les avait identifiés. Ceux qui ont commis les actes étaient identifiés.
et certains de longue date. Donc avec un PNR, sans PNR, ça ne fait pas de différence, on ne les aurait pas repérés. Ce qu'on aurait peut-être, et j'en doute, un peu mieux su, c'est quand ils ont voyagé en Syrie. Sauf que ces types, en général, voyagent sous des identités d'emprunt. Donc on ne les aurait pas repérés. Donc on n'aurait pas su beaucoup plus. La vraie question, c'est comment exploite-t-on l'information? Sylvie Guillaume l'a dit. À quoi bon avoir des avalanches d'informations si nous n'avons pas les moyens de les traiter? Moi, quand je parle avec des membres des services de police, ils me disent que le PNR n'est pas le sujet. À la limite, ex post, a posteriori, pour retracer l'itinéraire d'un kidam, ça peut être intéressant. Mais pour prévenir des actes terroristes, ça ne sert à rien. Moi, c'est ce que des policiers me disent. Alors, s'ils me le disent, je suppose qu'ils savent de quoi ils parlent. Par contre, là où la raison pour laquelle le Parlement, et ce n'est pas juste les Verts ou quelques-uns, une majorité de ce Parlement a dit pas si vite, c'est qu'il y a une règle de base en démocratie qui est la règle de la proportionnalité. Autrement dit, toute restriction de liberté, toute collecte d'informations, ici on vous parle de collecte massive d'informations sur tous les citoyens qui prennent l'avion et des collectes qui, comme l'a dit Patrick, vont très loin dans les données vraiment personnelles. Eh bien, doit être proportionnelle à l'objectif que l'on recherche. Je pense que collecter toutes les informations de tous les passagers, de tous les vols qui rentrent, qui sortent de l'Europe, et pourquoi pas de tous les vols qui circulent en Europe, est disproportionné. Cette règle de proportionnalité, elle est essentielle. Ce serait une victoire pour l'État islamique si, pas par pas, les États de l'Union européenne commençaient à rogner les libertés publiques. Ils auraient gagné. Et je pense qu'il ne faut pas leur donner cette victoire-là. Je tiens à continuer à vivre en démocratie. Alors ça a été aussi l'un des grands points du débat de fond dès le départ. Lutter contre effectivement le terrorisme, sans toucher pour autant évidemment aux libertés individuelles, aux libertés publiques. Vous êtes tous d'accord là-dessus? En touchant de manière proportionnée. En y touchant de manière proportionnée. Je veux dire, il n'y a pas de débat là-dessus. L'équilibre, il est tout le temps mouvant là-dessus. Effectivement, on ne peut pas, à un moment donné d'une histoire, indiquer que l'équilibre se trouve ici et ne pas regarder ce qui se passe autour de nous. Parce que ce qui se passait il y a 15 ans ou 20 ans en matière de terrorisme, avec les nouvelles technologies, on est passé dans un autre saut, dans un autre registre. Donc il faut effectivement qu'on puisse chacun, les uns et les autres, s'adapter. C'est le cas par exemple de tout ce qui est le cryptage. Quelle question se pose? Les communications de ces gens-là ne sont plus avec les tam-tams et les pigeons. Donc il faut aussi à un moment donné qu'on voit de quelle manière on sait s'adapter. Les réseaux des PlayStation aujourd'hui. Alors Philippe Lambers disait il y a 2 secondes, il faut des moyens pour traiter ces quantités, ces masses d'informations. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'heure actuelle sur fond de la question de fond que vous posez, à savoir cette coopération nécessaire entre les différents pays européens, entre eux ou à l'échelle européenne? Enfin, comment vous voyez les choses aujourd'hui? Moi, je trouve, vous pourrez revenir, moi je ne peux pas dire comme ça que le PNR est inutile, mais effectivement, il doit être coordonné avec d'autres. C'est alors le croisement d'un certain nombre de fichiers. Il y avait un certain nombre de ces personnes qui ont commis ces attentats, qui avaient un mandat d'arrêt européen sur eux. Donc ce n'est pas quelque chose de neutre, c'est une dimension judiciaire et policière extrêmement forte. Donc il faut, je crois, ne pas négliger aucun des outils, mais arriver à les coordonner correctement. Et puis, je pense qu'il faut travailler aussi sur ce que représente à un moment donné le phénomène de radicalisation et ce qu'il veut dire de nos sociétés. Moi j'entends un certain nombre d'élus de droite ici qui nous disent finalement la gauche est naïve, la gauche pense que les conditions sociales, ça a un intérêt, c'est une cause. Oui, bien sûr que ça en a. Je rappelle quand même que ce sont des Européens qui se sont fait sauter parmi des Européens. Ce ne sont pas des gens qui, en Syrie ou ailleurs, ont décidé de venir se faire sauter dans les cafés à Paris ou au Bataclan. Nous avons généré des personnes qui, à un moment donné, ont dévissé tellement qu'ils ont été dans un registre où mourir et faire mourir d'autres était devenu une solution. Donc il faut aussi que ça nous interroge et qu'on puisse traiter à la fois les discours de haine qui sont entendus sans contrôle dans un certain nombre de lieux religieux, avec un dévoiement de la religion, avec une faiblesse de la réponse sociale aussi dans un certain nombre d'endroits où c'est cristallisé une forme de ghettoisation de certaines populations. Vous rajoutez là-dessus un phénomène de chômage de masse, des impasses pour les jeunes de certains de nos pays, avec
plus de 50% à certains endroits de chômage chez les jeunes, et vous avez un cocktail qui est explosif. Donc on ne peut pas isoler et dire que la question sociale est finalement marginale par rapport à la question sécuritaire. Mais d'ailleurs, on en parle ici au Parlement européen en ce moment même. On essaie de faire valoir sur la base ça n'est pas de ce que vous disiez. Continuons alors sur ce thème, puisque c'est vous-même qui avez fait l'enchaînement de la prévention de la radicalisation. C'est souhaitable, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, parce que c'est réellement une question qui se pose. Qu'est-ce qu'il faut faire, encore une fois, là, sur ce point, pour essayer d'améliorer la situation? Écoutez, si vous regardez l'état de nos sociétés, ce sont des sociétés qui, ayant pris le virage ultralibéral il y a 30 ans, sont devenues des sociétés qui de plus en plus excluent et mettent chacun en compétition avec tous. Ça, c'est la doxa, la religion dominante ultralibérale qui préside au gouvernement, enfin aux actions des gouvernements au travers de l'Union européenne. Donc, il va falloir revenir là-dessus. Je veux dire, est-ce qu'on fait des sociétés qui excluent ou des sociétés qui incluent? Est-ce qu'on fait des sociétés qui respectent la diversité et qui jouent un rôle vraiment d'intégration dans une société multiculturelle, mais véritablement qui ne se vit pas comme des sociétés communautarisées où vivent les unes à côté des autres des communautés, mais vraiment des sociétés... Et ça aussi, c'est difficile à l'heure actuelle, bien sûr. Personne n'a jamais dit que c'était facile, mais il y a des choix de politique publique à faire. Or, les choix qu'on a faits sont des choix qui, fondamentalement, excluent la discrimination à l'emploi. Ça existe, Sylvie Guillaume l'a dit. Lorsque vous portez un nom à consonance arabe, eh bien, il vous est plus difficile de trouver un job. Alors, comment voulez-vous encore dire à des élèves en primaire ou en secondaire, les gars, travaillez parce qu'à la clé, il y a votre ascension sociale, quand on sait que l'ascenseur social aujourd'hui en Europe fonctionne en descendant. En descendant, lisez Piketty, vous avez compris. Donc, vous voyez qu'il va falloir revenir là-dessus. Le problème, c'est que quand bien même, imaginons que des gens comme nous trois disposions d'une majorité en Europe et décidions collectivement de changer de cap, eh bien, pour que ça ait de l'effet, ça prendra encore une décennie. Ça prendra encore une décennie. Et en attendant, la confiance dans le fait que le politique travaille pour l'intérêt général et pas pour quelques-uns, elle est en train d'être... cette confiance n'existe plus. Et donc pour la casser, c'est facile. La reconstruire, ça prend du temps. Donc dans l'immédiat, il va falloir travailler en tout cas à augmenter la prévention des actes terroristes. Mais ça ne peut pas être un substitut, enfin ça ne peut pas nous mener à ignorer les causes de fond. Et je ne suis pas sûr que c'est en bombardant... que c'est en continuant à embrasser sur la bouche le régime saoudien, en allant lui vendre des armes. Je ne suis pas sûr que c'est en continuant les politiques d'austérité qu'on mène aujourd'hui qu'on se met en situation de réduire le risque terroriste. Là-dessus, un mot, mais bien sûr, Patrick Éric. Oui, ce qui est en train de se passer, et à contrario de ce qui se passe, qu'on a vu notamment dans la région parisienne avec la mobilisation des services publics, fait plus qu'interroger les logiques d'austérité qui sont un peu imposées d'ici au gouvernement. Ces politiques-là, ces orientations qui sont données, ce contrôle du budget des États est aujourd'hui quelque chose qui est devenu dépassé. Ce n'est pas la concurrence de tous contre tous qui nous permettra de nous en sortir, c'est au contraire l'en commun et l'investissement massif sur le développement humain. Rendez-vous compte, même dans les services de police, on avait réduit considérablement. Maintenant, le gouvernement français vient de décider de réembaucher, de former et de réembaucher. Les services des renseignements, on vient de décider de réembaucher dans la douane. Il y a besoin dans les services de santé. Il faut voir le travail qu'ils ont fait, les gens dans les services de santé. Mais il y aura besoin d'argent dans les collectivités territoriales. Et surtout, moi, je crois qu'il faut mettre beaucoup d'argent dans la petite enfance et l'éducation des petits-enfants et dans la culture. Ce ne sont pas des choses à part. Il faut au contraire permettre à chacune et à chacun de se débrouiller dans la société, de se mouvoir, de s'émanciper en quelque sorte. Et évidemment, il faut une sorte de sécurité dans cette formation et dans le travail, et non pas avoir la gestion du travail qu'on a aujourd'hui sous couvert de ce qu'on appelle, c'est un terme d'ailleurs assez bizarre en parlant des hommes et des femmes, on parle d'un marché du travail. Oui, non, tout le monde devrait avoir un travail, il n'y a pas de marché, on devrait pouvoir se former et accéder. Et le fait d'avoir ces discriminations dans nos cités, ce contrôle aux faciès qu'il y a, le fait que quand on habite dans un quartier, on est dans une ville, on n'a pas autant de chances que celui qui habite dans le centre-ville, est un gros problème. C'est une discrimination et une humiliation. Et donc ça, je ne dis pas que ça justifie, mais ça crée des conditions, ça crée un terreau
qui conduit des jeunes à être perdus et puis à devenir malheureusement ce qu'on voit là. Alors, vous parliez de la création de ces postes dans les services publics, police, gendarmerie, etc. Donc, alors ça touche un autre point évidemment qui concerne l'Europe, c'est le fameux pacte de stabilité. Tout le monde est d'accord ici pour dire que le pacte, la fameuse phrase qu'a prononcée le président de la République, le pacte de sécurité passe avant le pacte de stabilité. Voilà, d'un seul coup. Il a raison, il aurait dû ajouter le pacte social, le pacte éducatif, le pacte de vivre en commun. Est-ce que je peux ajouter quelque chose qui n'est pas directement en miroir avec ce que disait Patrick à l'instant sur les comportements, pour dire aussi que je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on reprenne un peu l'avantage en termes de comportement et de vivre ensemble. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de pratiques individuelles qui deviennent collectives, sur lesquelles on ne peut plus laisser passer. Quand par exemple, et j'en étais le témoin, dans tel ou tel bureau de logement ou dans tel ou tel service public, certains refusent de saluer une femme, refusent de serrer la main, refusent ce contact normal qui est lié à la laïcité qui est préconisée dans notre pays, et j'espère qu'il est partagé le plus possible. Je trouve qu'il y a une dérive des comportements sur lesquels on ne peut pas laisser passer. De la même manière, j'y ai fait allusion tout à l'heure, on a, je crois, laissé s'installer dans certains lieux de culte un type de discours. On me transmet par mail des enregistrements de ce qui se dit à certains endroits. C'est absolument sidérant. Donc je pense qu'il y a aussi, je ne fais pas de hiérarchie dans les problèmes, mais dans cette éventail de sujets à traiter, il y a aussi la question de la laïcité et du vivre ensemble qui se pose. Alors Philippe Lambert, vous y faisiez allusion il y a quelques minutes. Je propose qu'on aille un petit peu plus à fond dans cette question, Europe et politique étrangère. Alors où est-ce qu'on en est? C'est vrai que certains pays comme la France opèrent actuellement un important, un spectaculaire, on va dire, retournement d'alliance. D'abord, est-ce qu'on est en guerre réellement? Est-ce que ce terme qu'on employait juste après les attentats est de mise? Est-ce que l'Europe est à l'heure actuelle en guerre? Et qu'est-ce qui va pouvoir se passer? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une volonté politique étrangère européenne dont vous voyez des bribes quelque part? Ou est-ce qu'on va se retrouver, ce qui semble être la voie qu'on est en train de prendre, vers des alliances, des coalitions entre États notamment militarisés, pour tenter de résoudre ce problème de Daesh, puisqu'on est bien d'accord aussi qu'il y a ce fond, en dehors de ce qui se passe chez nous, il y a aussi ce pôle d'appel qui se trouve au Moyen-Orient et qui est aussi la base des problèmes qu'on connaît aujourd'hui, en tous les cas avec lesquels il y a un lien en tout cas. Est-ce qu'on pourrait essayer de dire quelques mots sur cette question de la politique étrangère et de l'Europe, qu'on ne voit pas bien tout de suite, la politique étrangère? Non, c'est clairement un problème majeur pour l'Union européenne, qu'il y a presque autant de visions stratégiques qu'il y a d'États membres, et pour l'instant, je ne vois pas vraiment les choses évoluer. Je pense qu'à un moment qui a été révélateur à cet égard, ça a été le moment de l'intervention française au Mali, où là, il y avait quelque chose à faire et la France s'est retrouvée assez seule dans son intervention. On ne peut pas dire que très spontanément, beaucoup d'États membres se sont précipités dans le sillage de la France. Je sais que la Belgique l'a fait à terme, mais ça a été relativement lent et limité, alors qu'il y avait là l'enjeu de défendre quand même un régime démocratique. Après ça, ce qui s'est passé au Sahel, on peut en discuter, mais en tout cas, il y avait une intervention à faire. Autre exemple, la question des sanctions à l'égard de la Russie. On voit très bien que ça tiraille beaucoup au sein de l'Union européenne, donc il n'y a pas vraiment de vision commune. Mais sur le terme très important que vous avez souligné, le terme de guerre, je pense que c'est à la fois juridiquement faux. Je veux dire, la France n'est pas en état de guerre avec un État que je sache, mais surtout utiliser ce terme-là, comme George Bush l'a fait d'ailleurs après 2001, est une victoire pour Daesh. Parce que pour eux, c'est se voir reconnaître le rang d'État qu'ils revendiquent, et donc d'être considéré par une puissance, alors de taille moyenne au niveau mondial, mais enfin une puissance nucléaire, comme l'adversaire. Et donc pour eux, ça joue complètement dans leur jeu. J'ajouterai à cela que toute la guerre mondiale contre le terrorisme qui a été lancée par George Bush en 2001, elle a produit Daesh. Autrement dit, ce n'est pas Daesh qui a produit la guerre, c'est la guerre qui a produit Daesh. C'est l'invasion américaine en Irak et la décomposition de l'armée irakienne qu'ont créé le terreau
sur lequel Daesh a prospéré. D'ailleurs, ceux qui mènent les opérations militaires de Daesh sont des anciens de l'armée de Saddam Hussein. Ils ont été très largement équipés en allant puiser dans les stocks de l'armée irakienne dissoute par l'occupant américain. Et donc vous voyez bien qu'utiliser cette rhétorique, ça permet de faire de la musculation à bon marché. Je comprends l'émotion, mais je pense que les mots qu'on utilise ont une importance absolument capitale. Et ceci est un combat contre le terrorisme et un combat contre un adversaire qui ne fait pas de quartier, il nous l'a montré, mais ce n'est pas une guerre. Mais est-ce que pour autant, c'est binaire la situation quand même un petit peu à l'heure actuelle, est-ce que pour autant c'est l'existence sur un territoire, sur une part de territoires nationaux qui appartiennent à l'Irak, à la Syrie, d'une entité qui est quand même contrôlée par un certain nombre de personnes qui prétendent faire état même s'ils n'en sont pas. Est-ce que malgré tout, c'est pas... Quel est l'objectif encore une fois? Est-ce qu'il y a un objectif dans ce sens-là? Et s'il y a un objectif... Ça dépend, un objectif pour Daesh ou un objectif pour nous? Un objectif pour nous par rapport à Daesh. Je pense que l'objectif est de tenter en tout cas d'éradiquer ce qui est une organisation terroriste, parce que c'est bien de ça qu'il faut parler. Une organisation terroriste et, je vais dire, d'un fascisme total. Mais, de nouveau, ne nous méprenons pas parce qu'on a un Daesh dont je pense encore qu'on peut le faire échouer. Il y a un État islamique qui aujourd'hui est embryonnaire, mais est encore, je pense, éliminable. Mais il y a un État islamique qui a réussi. L'Arabie saoudite, aujourd'hui, est un État islamique qui a réussi parce que la doctrine de l'Arabie saoudite, la doctrine religieuse, vous savez, on crucifie, on pend, on décapite légalement en Arabie saoudite. On lapide les femmes, je vais dire, c'est un État islamique qui a réussi et qui se trouve parmi nos meilleurs alliés. Tout ça parce que nous sommes addicts au pétrole et que, évidemment, on n'a pas envie de s'aliéner la monarchie des Saouds. Alors, est-ce qu'on attend que l'Europe fasse quelque chose par rapport à ça? Parce que finalement, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Ça. Justement, ce que Philippe Lamberts reconstitue et décline maintenant est juste à beaucoup d'égards. Mais c'est aussi la constatation que depuis de très nombreuses années, il y a au plan européen, il n'y a pas eu de construction d'une politique européenne extérieure commune. C'est très embryonnaire. Moi, je suis arrivée en 2009 au Parlement européen. On a éprouvé avec la première autre représentante un embryon de politique extérieure commune, pas très réussi pour être tout à fait objectif. Je pense que les choses changent considérablement avec Madame Mogherini, qui ne fait pas énormément de buzz dans l'opinion publique, mais qui a une action de fond extrêmement sérieuse et extrêmement déterminée, et qui, je crois, est en train de constituer, à partir d'une antériorité à chaque fois individuelle de chacun des États membres, une nouvelle politique extérieure commune. C'est la première chose. Donc ça se construit, c'est trop lent. Peut-être que les événements nous vont obliger à aller plus vite. Et surtout, j'allais dire, il y a quand même, et c'est en parallèle, un impensé de la politique de défense commune. Moi, je n'ai pas entendu depuis 2009 un seul débat organisé sur la question de la politique de défense ici au Parlement européen. J'ai peut-être été inattentive, mais globalement, je n'ai pas le sentiment qu'il a été posée cette question concrète dans un débat de haut niveau au Parlement européen sur ce sujet. C'est dommage. Eric, sur cette question, merci. Sur cette question de l'Europe et de la politique étrangère, vous dites la même chose? Il y a plusieurs questions pour éradiquer Daesh. Il y a nos alliances, qui a été dit tout à l'heure, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie. Parce qu'on lui fait tantôt des clins d'œil, tantôt des réprimandes. Il y a quelques semaines de ça, on voulait en faire quand même le pays qui allait nous débarrasser des réfugiés, puisqu'on lui donnait de l'argent pour qu'elle les garde chez elle. Militaire du front, oui, c'est ça. Aujourd'hui, la Turquie, on ne sait pas trop où elle est. Elle vient de... Si c'est confirmé, elle abat un avion russe qui est dans cet embryon de coalition pour combattre Daesh. Donc à quoi joue-t-il? Ils combattent les Kurdes, lesquels Kurdes sont les seuls au sol précisément. Parce que si les frappes avaient un rôle, c'était précisément d'aider ceux qui combattent Daesh au sol, rue par rue, maison par maison. Donc il y a ces enjeux-là. Ensuite, oui, il faudrait une coordination européenne. Le fait qu'aujourd'hui, il y a à l'initiative de la France une résolution de l'ONU est très positif. Que nous ayons obtenu ça, que le gouvernement français ait obtenu ça, c'est positif.
Maintenant, il faut aller plus loin, parce que ça, c'est les membres du Conseil de sécurité. Mais ça ne dit pas, ça ne répond pas à votre question, qui est celle d'une politique extérieure coordonnée. Moi, je crois qu'il y avait des projets qui ont été inaboutis. Moi, je suis pour deux grands projets, euro-méditerranée et euro-africain. Et nous devrions commencer à discuter dès maintenant d'un plan de long terme de reconstruction, notamment du Proche et du Moyen-Orient, mais où se posent aussi des questions. C'est que de quel côté nous situons-nous par rapport au gouvernement israélien actuel ? Pourquoi ne règle-t-on pas la question de la reconnaissance de l'État palestinien, conformément aux résolutions du droit international et des résolutions des Nations Unies, avoir cette reconstruction, la reconnaissance des peuples, associer dans ce débat démocratique toutes les composantes démocratiques, toutes les composantes humanistes, les composantes religieuses aussi qui s'associeraient à un tel processus, et essayer de créer les conditions de sortie définitive de cela. Et donc, la question militaire, évidemment, on est obligé de l'aborder aujourd'hui, il faut bien les faire reculer, mais en même temps, il y a des projets politiques, diplomatiques et de reconstruction dont nous devrions discuter au sein des institutions européennes. Voilà, je vous remercie tous les trois. Dans quelques instants, un autre député européen va nous rejoindre. Il s'agit de Gilles Pargneaux et on va parler bien sûr de la COP 21 tout de suite. Merci. Gilles Pargneaux, vous êtes député du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et des démocrates. Alors dans quelques jours, on le disait il y a quelques secondes, un nouvel accord international sur le climat sera débattu lors de la conférence climat donc à Paris, la COP 21. C'est vous qui avez réalisé ce rapport qui présente les objectifs un peu du Parlement européen dans ces négociations de la COP. Est-ce que déjà on pourrait en rappeler un peu les grands points ? Les grands points de ce sommet international pour lutter contre le changement climatique, il est simple, c'est le combat du siècle afin que d'ici à la fin de ce 21e siècle, c'est-à-dire bientôt, maintenant, 85 ans nous séparent de la fin du 21e siècle, c'est-à-dire que les enfants qui naissent aujourd'hui verront la fin de ce siècle. Donc l'objectif est de contenir la hausse de température à 2 degrés, la température de la planète. Or, on le sait, si on ne fait rien, on sera sur une hausse de température comprise entre 4 degrés et 6 degrés et demi. Or, on le voit, si c'était le cas, ce sont les inondations, ce sont les immersions des océans. Ça touchera bien évidemment bon nombre de pays déjà vulnérables avec la sécheresse, la famine, mais ça touchera aussi des pays de l'Union européenne. Donc ça c'est le point. Votre manière de l'appréhender, Patrick Le Yarrick, justement, cette COP21, les grands objectifs, comment vous voyez ça, déjà au départ ? D'abord, je crois qu'il faut tout faire pour que ça réussisse. C'est-à-dire que ce que vient de dire Gilles, les objectifs qui sont fixés, ce soient des objectifs que nous réalisions réellement et donc il faut des dispositions contraignantes. Mais en plus de cela, il faut maintenant commencer à repenser nos modes de production, nos modes de consommation, même nos modes de distribution eux-mêmes. Et donc, ce sont des changements extrêmement profonds qu'il faut aujourd'hui amorcer et qui nécessitent des investissements considérables dans la recherche-développement, dans la formation et dans la coopération internationale aussi, car on ne réglera pas un enjeu comme celui-ci, chacun dans son coin. Là, justement, une Union européenne, une Europe qui se place à la hauteur de ces enjeux-là doit être une Europe coopérative. Alors, c'est effectivement très important ce que vient de dire Patrick, puisque les enjeux tels que je l'ai écrit dans mon rapport, qui a été très largement adopté par le Parlement européen, puisque nous avons voté pour à 434 députés, seulement un petit peu plus de 90 ont voté contre et 56 abstentions. Pour contenir cette hausse de température en deçà
de 2 degrés. Nous avons ainsi dans le monde et en Europe des objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et nous proposons que ces émissions soient fortes dans le monde. Nous souhaitons 0 émission de gaz à effet de serre dans le monde d'ici à 2050. Nous souhaitons aussi un développement très important des énergies renouvelables, plus de 30%. Nous souhaitons aussi un développement important de l'efficacité énergétique, plus 40% d'ici à 2030. Et puis, on ne le dit pas assez, mais je pense qu'il était très important qu'on le fasse voter par le Parlement européen. Nous avons proposé que nous cessions les subventions aux combustions fossiles qui sont la principale cause des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, comme l'a rappelé Patrick, à l'occasion de ce sommet international, c'est non pas seulement pour changer et lutter contre ce changement climatique, mais c'est aussi pour changer de paradigme économique. On le voit bien qu'il y a un certain nombre de consommations différentes en matière d'alimentation qui sont nécessaires. Nous avons aussi la nécessité de développer fortement l'agriculture durable avec les circuits courts. Nous avons aussi la nécessité de développer l'économie circulaire, c'est-à-dire la gestion des déchets, la gestion de l'eau, toutes ces politiques qui peuvent amener une nouvelle croissance, une croissance verte en Europe, mais aussi dans le monde, mais aussi qui peuvent permettre que nous ayons ce changement de paradigme. Et puis, ce doit être l'occasion de développer nos partenariats avec les pays les plus vulnérables. Je pense notamment à l'Afrique. L'Afrique a besoin que nous soyons là à ses côtés pour lutter contre ce changement climatique. D'où cette volonté de créer un fonds vert de 100 milliards de dollars par an à compter de 2020 pour aider financièrement les pays les plus vulnérables. Alors, est-ce que vous avez senti, en travaillant sur le sujet, sur ce rapport, que l'Europe a été réceptive à cette question-là? On parlait tout à l'heure de l'Europe dans un autre registre, dans celui de la politique étrangère. Et là, on disait, bon, la politique étrangère européenne, il faut la chercher, on ne la trouve pas. Est-ce que sur ces questions environnementales, vous avez senti d'abord cet intérêt de l'Europe sur ce thème-là, qui est quand même l'image qu'on a généralement de l'Europe. Elle est intéressée par ces questions-là. Est-ce que vous avez... Est-ce que l'Europe, à l'heure actuelle, peut être exemplaire dans le monde? C'est-à-dire que est-ce que c'est elle qui peut un peu tirer la locomotive? En Europe, depuis 1990, la diminution des émissions de gaz à effet de serre a été de 19%. Et en même temps, donc, là, on entre dans la deuxième période et c'est bien plus que nous allons devoir mettre en œuvre d'ici à 2030. C'est bientôt, c'est dans 15 ans. Et d'ici à 15 ans, nous souhaitons diminuer de 50% les émissions de gaz à effet de serre en Europe. Donc il va falloir que chacun soit pleinement partie prenante dans cette volonté de cesser de développer des énergies avec le combustible fossile, mais aussi des industries qui développent fortement, malheureusement, les émissions de CO2, comme l'industrie charbonnière. Or, on sait, il y a en Europe 2 pays, l'Allemagne et la Pologne, qui pratiquent cette industrie charbonnière. Donc il va falloir continuer à convaincre pour que les 28 États membres, comme ils s'y engagent là, maintenant, à l'occasion de ce sommet international, puissent aussi changer leur politique énergétique. Le débat que nous avons ici en Europe, qui est la grande idée de Jacques Delors quand il était président de la Commission européenne, c'est d'avoir une politique communautaire énergétique. L'union de l'énergie est en débat, il est sur la table à l'échelle de l'Europe. Ça permettra non seulement une plus grande indépendance énergétique vis-à-vis de nos voisins, je pense notamment à la Russie, mais permettra aussi de changer de paradigme économique et d'avoir une politique énergétique basée sur les énergies renouvelables. Le mix énergétique qui doit être développé en Europe doit permettre effectivement de gagner ce combat contre les émissions de gaz à effet de serre. Patrick Le Yarrick, sur le rôle justement de l'Europe et spécifiquement d'ailleurs du Parlement européen, vous sentez là-dessus c'est-à-dire commune il y a quand même beaucoup de contradictions parce que la politique agricole commune,
telle qu'elle est conçue aujourd'hui, ne vise pas au développement des petites et moyennes exploitations agricoles. Elle vise à une concentration agricole. D'ailleurs, nous avons en France quelques sujets là-dessus. La ferme en Picardie des 1000 vaches, l'atelier de Torillon dans la région de Strasbourg, un autre atelier de Vaud dans la région de la Creuse. Donc, elle pousse à la concentration, pas seulement ici, dans l'ensemble de l'Union européenne, et à des déséquilibres considérables. La fluctuation des prix agricoles conduisent à des spécialisations. Il y a des pays qui abandonnent l'élevage au profit de la culture céréalière pour l'exportation, avec toutes les conséquences que cela a. Quand on prend la décision d'affaiblir quand même nos chemins de fer, qu'on le veuille ou non, on dit on va mettre des cars, des bus, des cars sur les routes, au détriment de nos lignes de chemin de fer, c'est quand même une contradiction. Toutes ces thèses autour de la concurrence, de la compétitivité à outrance ne visent pas à un développement humain et écologique harmonieux. Donc il y a des contradictions dans les politiques qui sont poussées par le Conseil, par la Commission parfois, et donc il faut y être très attentif. C'est que il faut réussir la conférence climat, mais en même temps qu'on réussit la conférence climat, il faut réorienter un certain nombre de choix que nous avons faits, parce que sinon nous aurons des ennuis. On ne peut pas, sur l'énergie fossile, c'est tout à fait exact, mais d'un autre côté, il y a des discussions pour l'exploitation du gaz de schiste sur le territoire de l'Union européenne. Le traité transatlantique, le projet de traité transatlantique, il a beaucoup d'effets négatifs dès lors qu'il veut faire, alors qu'on n'a pas terminé le marché unique européen, un marché unique transatlantique, et qui visera une concurrence encore plus forte entre nos pays. Donc, il y a beaucoup de discussions à avoir pour des réorientations générales en faveur des êtres humains et en faveur de leur environnement, des animaux et de leur environnement. C'est vrai qu'on a évolué en Europe par rapport à Copenhague. À Copenhague, fin d'année 2009, avec cet échec de ce sommet mondial, l'Europe n'était pas était divisée. Un certain nombre d'États membres n'étaient pas sur la même longueur d'onde que d'autres. Là, ce n'est plus le cas. Nous avons un mouvement qui est commun à l'ensemble des 28 États membres. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'il y a une prise de conscience à l'échelle mondiale. Donc nous souhaitons effectivement être vitrine, être l'avant-garde de cet accord à l'échelle de l'Europe. Et en même temps, pourquoi il y a cette prise de conscience? Parce qu'on sent bien, tout le monde le sent, les citoyens du monde sentent que si on ne fait rien, on court à la catastrophe. Aujourd'hui, parce qu'on réussira cette COP21 à Paris, on devra être fiers de ce que l'on fait pour que nos enfants et nos petits-enfants soient fiers de la terre qu'on va leur laisser. Et puis, il nous faut donc ainsi un accord universel. À Kyoto, en 1997, seuls 38 pays industrialisés avaient signé et ratifié. Là, aujourd'hui, 195 États vont être partie prenante de cette COP 21. 160 ont transmis leur contribution nationale, mais il y a encore un petit peu de boulot parce que nous souhaitons que ces contributions nationales permettent aussi une amélioration pour être en deçà de ces 2 degrés d'augmentation de la température mondiale. Et puis nous souhaitons un accord contraignant juridiquement. Or, on le sait, certains viennent de s'exprimer. Le secrétaire d'État américain en disant que ça ne sera pas contraignant juridiquement. Lui, avec Barack Obama, il le souhaite, mais ils n'ont pas la majorité au Congrès. Ce sont les républicains qui, eux, donc, sont farouchement contre. Il y a aussi cette volonté de mettre sur la table une clause de révision quinquennale permettant ainsi, tous les 5 ans, de réorienter les contributions nationales. Car j'étais l'autre jour à Rabat avec les délégations nationales et le commissaire européen, M. Cañete, et nous avons examiné avec nos experts ces contributions nationales. Aujourd'hui, on n'est pas en deçà de 2 degrés. On est dans une température d'augmentation de 2,8 degrés, voire 3,2 degrés dans cette fourchette. Donc on va encore avoir du boulot à Paris pour permettre effectivement de remplir notre objectif. On parlait, alors effectivement, l'Europe n'est pas toute seule, les autres grands, immenses pays, immenses pollueurs aussi sont là. Quels sont les bons à l'heure actuelle? Quels sont ceux qui y vont franchement et qui ont envie de faire quelque chose? Et quels sont ceux avec lesquels ça coince? Alors,
le plus gros pollueur, quand on regarde les émissions mondiales de CO2, c'est la Chine. La Chine, c'est 25% d'émissions de CO2. Mais la Chine, plus d'1 milliard d'habitants. C'est plus d'1 milliard d'habitants, mais la croissance économique chinoise de ces dernières années, avec la présence d'industries fortement polluantes, mais également les transports qui ont eu une augmentation exponentielle en Chine ces dernières années, font que la vie au quotidien en Chine, dans les grandes agglomérations, devient insupportable. Donc les Chinois sont allants. Ils souhaitent effectivement un accord pour permettre effectivement qu'il y ait une réponse à la pollution qui devient insupportable pour la vie quotidienne des Chinois. Le deuxième pollueur, c'est les États-Unis. C'est 17% des émissions de CO2. Barack Obama, il a médiatisé sa présence au nord, auprès de l'Alaska, où on voit bien que les glaciers sont en train de fondre. Et donc il y a urgence, y compris par rapport à la politique économique des États-Unis, pour permettre effectivement une réorientation pour lutter plus efficacement. Et en même temps, donc, on voit bien que la politique américaine fait que l'Amérique devra aussi passer par un vote du Congrès pour réorienter sa politique économique. Et puis bien évidemment, ceux qui sont les plus réticents, on les connaît, c'est l'Inde, c'est les pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, qui par exemple viennent de s'exprimer en indiquant qu'il ne serait pas de bonne loi que d'avoir une clause de révision quinquennale. Donc il va falloir, là encore, les convaincre. Je vais participer dans la délégation du Parlement européen et de l'Union européenne sous la houlette du commissaire Cañete à cette conférence internationale. Je serai un des Français, je crois, avec Yannick Jadot, à être membre de cette délégation de 15 parlementaires. Nous rencontrons dès l'ouverture de la COP 21 la délégation de l'Inde, car on doit bien évidemment les convaincre que c'est aussi pour les habitants de ce grand pays que nous devons réussir un accord. Alors on dirait quoi? Vous êtes relativement optimiste, moyennement optimiste? On a besoin un peu d'optimisme quand même aujourd'hui. On a besoin de volonté. Comme le disait François Mitterrand, là où il y a la volonté, il y a le chemin. Donc on doit être déterminé et en même temps je pense que la pression universelle est telle que les chefs d'État qui seront présents dès l'ouverture, le lundi 30 novembre, ont conscience qu'on ne peut pas sortir de ce sommet international sans un accord. C'est votre point de vue aussi, un mot, Patrick Le Yarrick? Oui, bien sûr. Oui, moi je suis relativement optimiste. Il y a beaucoup de travail qui a été fait quand même, comme peut-être jamais. Et secondement, oui, il faut une mobilisation, une association des populations à cet enjeu-là. Ce sont les populations, les acteurs sociaux, le mouvement associatif, les chercheurs qu'il faut écouter aussi, qui nous permettront d'aller de l'avant. Voilà, merci à vous, merci Gilles Pargnaud, merci Patrick Le Yarrick, et puis merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous pour notre prochain débat sur l'actualité européenne, bien sûr, ce sera dans un mois. Merci à vous, au revoir.